Bonjour, donc je vous souhaite à toutes et à tous, la bienvenue à ce séminaire ENS-IDEA qui marque à la fois la reprise dans l'année civile de notre séminaire et qui marque aussi le premier événement important de l'année pour l'Institut des Amériques. Alors nous sommes cette fois-ci encore dans une situation d'un distanciel que la crise sanitaire nous oblige à suivre, mais je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être connectés pour cette 4e séance de notre séminaire. C'est une idée originelle de Françoise Lejeune, donc autour de la question du multiculturalisme, que va animer de main de maître Jim Cohen, qui est un habitué des séances du séminaire et qui va faire dialoguer dans la logique de notre séminaire transdisciplinaire et transaméricain une spécialiste de l'Amérique du Nord et plus particulièrement du Canada et une spécialiste du Brésil. Donc, je nous souhaite à tous une très très bonne reprise, un très bon séminaire. Vous en avez l'habitude pour celles et ceux qui suivent régulièrement nos séances. Vous aurez la possibilité de poser des questions, notamment vis-à-vis par le chat. Et ça sera ce qui va animer la seconde partie du séminaire après les interventions des 3 personnes qui sont derrière leurs écrans. Donc, bon séminaire, et je donne la parole à Jim. Bonsoir. C'est un honneur et un plaisir d'être le modérateur de cette discussion sur le multiculturalisme, ou plutôt les multiculturalismes, comme on va le voir. Nous avons 2 intervenantes que je vais présenter chacune à son tour. D'abord Françoise Lejeune et ensuite, quand ça sera son tour, Sylvia Capanema. Mais d'abord, une courte entrée en matière. C'est Françoise Lejeune qui est à l'origine de l'idée de cette séance et je salue cette initiative. Il était temps de revisiter ce sujet. Je vais commencer par poser très brièvement quelques repères ou jalons qui vont assez, je crois, dans le sens de l'idée de Françoise Lejeune qui consiste à faire des multiculturalismes aux Amériques, non seulement une exploration, mais aussi un bilan, un début de bilan, à part l'expérience canadienne qui perdure tant bien que mal. Quel bilan peut-on faire? Y a-t-il eu essoufflement ou même échec ou remise en cause des autres multiculturalismes américains? Et que retenir, par exemple, des nouveaux régimes constitutionnels dans des pays comme l'Équateur ou la Bolivie? Bon, on va retenir cette question du bilan. On va y revenir. D'abord, essayons de mettre un minimum de clarté dans ce terme de multiculturalisme qui est à la fois très pluriel dans son contenu et très controversé. Il y a 4 points qui me paraissent importants de soulever et je vous promets d'être bref. Alors, 4 points. Premièrement, le multiculturalisme dont nous allons parler n'est pas la multiculturalité. Ce n'est pas la société multiculturelle en soi ou la diversité en soi, mais bien le multiculturalisme, c'est-à-dire des ensembles de normes ou de systèmes de normes et de pratiques. Les contenus varient beaucoup. Il n'y a pas de modèle unique possible de multiculturalisme, mais de multiples contextes socio-historiques, de multiples discours proclamés et de théorisation, etc. Et toutes sortes de politiques publiques menées au nom du multiculturalisme. Alors, deuxième point, avant d'aller directement vers le multiculturalisme sur le terrain, dans des pays des Amériques, les lois, les pratiques, les acteurs, les dynamiques, etc., et il me paraît utile de faire un saut chez les philosophes qui ont pensé ou théorisé le multiculturalisme. L'apport de ces théoriciens est essentiel, à mon avis, parce que le multiculturalisme ne serait pas grand-chose sans les arguments théoriques de justification qui donnent un sens normatif aux efforts pratiques, politiques, par exemple, pour réglementer les pratiques et même changer les pratiques et les mentalités. Il y a des pensées très, très différentes qui revendiquent le multiculturalisme ou la citoyenneté multiculturelle ou la reconnaissance multiculturelle ou l'inclusion multiculturelle. Dans cette littérature, il y a des styles très différents, des traditions théoriques différentes et des rapports très différents aussi à la réalité empirique. Pourquoi j'insiste? Parce que ce n'est sûrement pas un hasard, à mon avis, si le Canada est riche en penseurs de multiculturalisme. Des philosophes, mais aussi de nombreux politistes, sociologues et anthropologues, juristes, tout un tissu de penseurs et d'acteurs de terrain qui ont donné naissance à ce qui est sans doute la forme la plus achevée du multiculturalisme à l'échelle d'un seul pays, ce qui ne veut pas dire non plus que c'est idéal, on n'idéalise pas. Je suis bien content que Françoise Lejeune propose de nous aider à comprendre ce soir les enjeux de ce cas de figure historique du multiculturalisme depuis maintenant 50 ans. Alors, troisième point.
Et il faut bien sûr faire attention aux couches ou aux sources historiques de diversité dont nous parlons. La sociologie, l'histoire sont importantes. Dans le cas canadien, la configuration est intéressante et constitue peut-être un élément de plus qui explique pourquoi le Canada s'est distingué en matière de multiculturalisme, parce qu'il y a au moins 3 sources de diversité, pour ainsi dire, et le rapport entre eux est tout sauf évident. Les peuples autochtones et leurs descendants, premièrement, les descendants des peuples dits fondateurs, c'est-à-dire la majorité anglo-canadienne et la minorité franco-canadienne, enfin l'immigration contemporaine, qui fait de certaines zones urbaines au Canada des laboratoires intéressants pour tout ce dont on va parler ce soir. Dans le même esprit, il y a plusieurs expériences de multiculturalisme ou phénomènes assimilés à découvrir ou à redécouvrir en Amérique latine sur fond d'histoires très différentes. On va pas en parler maintenant, on va garder les Sud des Amériques essentiellement pour la deuxième partie avec Sylvia Capanema. Mais oui, l'histoire et la sociologie sont indispensables. L'anthropologie aussi, ou les cultural studies, quand elles sont bien enracinées dans l'histoire. Autrement dit, cas par cas, il faut se demander dans quelle formation sociale nous sommes, et de quels enjeux culturels on parle exactement chaque fois. Quatrième et dernier point, il va être pas mal question cet après-midi du bilan qu'on peut faire des multiculturalismes sans question, mais que signifie faire le bilan des multiculturalismes? Il a été beaucoup question dans une partie de l'Europe ces dernières années d'une crise du multiculturalisme, voire la mort du multiculturalisme. Le multiculturalisme à mauvaise presse, c'est une cible de polémique souvent et même de caricature, car il est souvent dépeint comme forcément rigide, identitaire, il pousse au repli ethnique et à la division plutôt qu'à la rencontre entre composantes d'une société diverse. Mais on n'est pas là, je crois, ce soir pour reproduire des préjugés, d'autres vont sûrement s'en charger. Nous sommes là pour examiner des situations concrètes. Et nous verrons que les bilans sont souvent complexes. S'il faut à tout prix parler de succès et d'échec, eh bien, il y a les deux, des limites et des contradictions, et nous sommes là pour les examiner. Et sur ce, je vais passer la parole à Françoise Lejeune, qui est professeure au département d'études anglaises de l'Université de Nantes, spécialiste du Canada, active depuis longtemps dans les associations et les revues d'études canadiennes à l'échelle de la France et à l'échelle internationale. Elle est, par exemple, rédactrice associée de la revue International Journal of Canadian Studies, auteure et éditrice de beaucoup de travaux sur l'histoire du Canada, sur le rôle des femmes, aussi sur l'Empire britannique. Je ne vais pas citer une longue bibliographie, mais je vais vous passer directement la parole, Françoise, et merci de nous avoir apporté ce sujet de discussion ce soir. Merci beaucoup, Jim. Donc, en effet, le thématique d'aujourd'hui était le multiculturalisme dans tous ses États. Et dans dans État, il y avait bien sûr tous les États américains, mais il y avait aussi l'État, puisque en termes de diversité, de formes de multiculturalisme, et c'est en effet de cela dont on va parler aujourd'hui. Je vais m'intéresser, dans le cas du Canada, à faire donc ce bilan, comme disait Jim, de 50 ans du multiculturalisme. 50 ans qu'on aurait dû normalement célébrer l'an dernier. Les célébrations ont été très, on va dire, faibles ou faiblement valorisées. Il y a eu des discours ici ou là, mais ça n'a pas été une grande fête, on va dire, nationale. Donc, on va se demander peut-être un petit peu pourquoi. Alors, le contexte, bien évidemment, de la crise sanitaire n'a pas forcément aidé à tout ça, mais on a l'impression finalement que cet anniversaire a été, semble tellement consensuel finalement qu'on n'en fait même plus cas. Enfin, c'est un peu l'impression que ça donne en tout cas. Donc, que donne ce multiculturalisme qui fait partie intégrante de l'identité canadienne aujourd'hui et qui fait partie intégrante du projet national canadien également. Donc, je vais vous présenter 3 slides qui vont juste essayer de résumer un petit peu les points et puis on pourra revenir bien sûr dans la discussion un petit peu plus tard là-dessus. Donc, l'histoire pour nous commence dans un contexte assez tendu, celui des années 60, avec diverses révolutions, on va dire tranquilles quand même, mais des révolutions malgré tout dans le contexte canadien. Une situation compliquée dans les années 60 parce que le Canada, à ce moment-là, n'a pas d'identité. Je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'être canadien? Qu'est-ce que c'est que l'identité canadienne? Personne ne le sait. D'un côté, on a les Québécois qui, bien évidemment, revendiquent une identité très franco-canadienne, qui, avec la langue, avec un héritage également,
francophones, on va dire, et puis on a les Anglos, le reste du Canada, qui est une espèce de vaste masse qui parle anglais, mais bien évidemment avec tout un tas de groupes qui vient de l'immigration, soit récente, soit plus ou moins ancienne, 19e, début 20e, et finalement personne ne trouve sa place. Les tensions sont arrivées au sommet de l'État, on a une sorte de guerre qui est même déclarée, puisqu'à un moment donné, le Premier ministre Trudeau, que vous voyez ici à l'écran, qui devient Premier ministre du Canada pour le Parti libéral en 68, va déclarer même une guerre contre un terrorisme québécois. Vous voyez, donc les tensions sont terribles à ce moment-là. Une enquête a été lancée un peu avant l'arrivée de Trudeau au gouvernement, une enquête nationale qui va s'intéresser au bilinguisme et au biculturalisme. Donc, on a pendant 4-5 ans un groupe de personnes, de fonctionnaires choisis par le gouvernement qui vont traverser le pays et qui vont donner lieu à des auditions en fait grand public où on va entendre toutes sortes de voix, pas juste des anglos, pas juste des francos, mais aussi des voix des immigrants et qui se disent où est notre place dans tout ça. Et donc, le bilan finalement de cette longue enquête est publié en 68, donc en un volume, un 4e volume, qui explique que peut-être que le choix le plus intéressant serait de maintenir un bilinguisme au sein du Canada, ce qui va être le choix qui sera fait, et puis peut-être qu'on pourrait parler, au lieu de biculturalisme, de multiculturalisme, pour faire la place justement à ces groupes ethniques, à ces groupes issus de l'immigration qui sont présents sur le territoire et qui ne se reconnaissent pas du tout donc, dans les tensions entre les deux grands groupes culturels. En fait, ça commence par une discussion, enfin un échange qui finit par une déclaration du Premier ministre Trudeau, donc à l'automne 71, devant le Parlement, et qui dit désormais, on va parler du multiculturalisme. Désormais, on va se lancer dans cette reconnaissance des groupes, dans cette valorisation de ces cultures, et ce sera le choix que le Canada va faire. Donc, ça part comme ça, comme un projet finalement, donc une sorte de choix politique que moi je décrirais comme une stratégie d'apaisement. Au départ, c'est beaucoup plus facile de dire faisons attention à diverses cultures et valorisons-les dans l'espace public que de dire on va écouter les Québécois, puis les Anglos. Là, en fait, tout le monde est mis sur le même pied d'égalité. Un choix sociétal donc aussi puisque à ce moment-là donc le Canada, on est dans une période où on a besoin de relancer aussi l'immigration et finalement de dire aux immigrés ou aux futurs immigrés qui arriveraient au Canada pour relancer la main-d'œuvre, pour créer en fait de la richesse au Canada, vous serez les bienvenus. Donc créer un sentiment d'appartenance, mais aussi de reconnaissance dans une société d'immigration, puisque j'aurais dû commencer par dire que le Canada est déjà au départ une société d'immigration, bien évidemment, et qui continue de se construire autour de cette immigration. Donc, un choix économique, je vous le disais, puisque attirer la main-d'œuvre étrangère, c'est une façon de se valoriser aussi à l'étranger, de créer une sorte de marque de fabrique. Et finalement, ça va créer une stratégie internationale aussi, puisque le Canada, dans ces années 60-70, cherche à se positionner dans le monde, à trouver sa place vis-à-vis du grand voisin américain, dans les Amériques en général, mais aussi par rapport à l'Europe. Donc, se positionner comme finalement une société qui serait libérale, mais aussi ouverte, multiculturelle, c'est finalement un positionnement qui n'existe pas par ailleurs. Jim disait, c'est la première fois qu'on voit ce genre de choses. Le Canada invente littéralement le multiculturalisme et quelque part, ça crée une forme d'identité aussi de ce pays dans le monde. Et puis, je dirais un dernier point qui est la question autochtone dans tout ça. Eh bien, Trudeau n'était pas très, très favorable finalement à continuer à considérer les Autochtones comme à part. Déjà, de devoir gérer les Québécois comme une société distincte, si en plus il fallait les gérer les groupes autochtones, où allions-nous pour lui, les autochtones allaient progressivement s'intégrer dans ce multiculturalisme, et pour lui aussi, finalement, c'est une façon d'éviter la question autochtone en disant, eh bien, vous ferez partie des cultures comme au même titre que les Ukrainiens, par exemple, ou je ne sais pas, d'autres groupes ethniques, par exemple. Donc, finalement, la question autochtone n'est pas vraiment résolue à ce moment-là, elle est plutôt évitée, mais on se donne bonne conscience en leur expliquant qu'ils feront partie des groupes au même titre, donc, je vous disais, que les immigrants. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, les mots-clés, donc là, dans cette slide-là, si je mise en pratique des politiques multiculturelles. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça s'est mis en place, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. À gauche, vous avez un drapeau qui représente le multiculturalisme. Il a été créé avec tout un tas de visages d'immigrants pour célébrer
l'anniversaire de la Confédération canadienne en 2017. Donc, une société multiculturelle, le monde doit la reconnaître finalement par tous ces visages mis dans ce même drapeau. Donc, vous avez à la fois la diversité et l'inclusion. Ça, ce sont toujours les grands mots-clés qui reviennent tout le temps. Diversité culturelle de tous ces groupes donc, qui composent le Canada, mais en même temps, puisqu'ils sont reconnus dans cette société et que l'apport de leur culture est valorisé, eh bien, il doit y avoir finalement un sentiment d'intégration. La question de l'égalité, elle est aussi régulièrement mentionnée, bien évidemment, mais ce n'est pas forcément l'égalité individuelle, ça c'est un acquis, bien évidemment, de la démocratie canadienne, mais c'est l'égalité entre les groupes culturels. Ça, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant. Aujourd'hui, vous allez voir, ça crée des tensions, même une minorité visible, puisqu'en fait, ces groupes, ce sont des minorités visibles qui, mises bout à bout, finalement, font la nation. Eh bien, parfois, les revendications des minorités visibles sont mal interprétées ou mal vécues par d'autres groupes, par exemple. Donc, dans les discours, dans l'écriture même d'ailleurs du projet multiculturel qui va se faire d'ailleurs en 1988, 1988, la Constitution va bien expliciter que le multiculturalisme désormais fait partie du projet politique national, qu'un ensemble de politiques est mis en place pour la développer, etc. Mais quand on regarde les textes, il n'y a pas grand changement. C'est-à-dire qu'entre 71 et 88, il semble que le projet du multiculturalisme a été quand même relativement discuté et commence vraiment à faire partie intégrante de l'identité canadienne, que finalement, en 1988, ça passe assez inaperçu, je vous dirais. J'en ai discuté avec des collègues spécialistes de la Constitution qui me disent que c'est qu'une sorte de petite footnote, mais qui serait, pour bien marquer quand même que désormais, donc, toutes les politiques vont tourner autour de cela. Donc, des politiques qui vont mettre en avant donc, le groupe, parfois versus l'individu, c'est-à-dire que c'est le groupe ethnique qui d'abord prédomine dans l'espace multiculturel et finalement l'individu, lui, il est détaché souvent de son groupe. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un discours sur le Canadien avec ses droits et ses valeurs et en plus de ça, vous avez une autre couche qui est le groupe qui a aussi des droits et des valeurs finalement. Des politiques top-down. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour initier le multiculturalisme, il faut un ministère. Donc d'abord, ça a été un secrétariat d'État, puis maintenant, c'est un ministère depuis de très nombreuses années, qui, tous les ans, finalement, organise le multiculturalisme, vérifie qu'il y a un ombudsman, il y a un arbitre, quelqu'un que vous pouvez solliciter dans les provinces, par exemple, pour expliquer, voilà, je considère que je suis maltraité ou mon groupe est maltraité. Donc, il y a des systèmes de contrôle, mais c'est la politique fédérale et les politiques provinciales, donc qui sont organisées top-down, qui organisent donc la mise en place, qui, dans un premier temps, éduquent et sensibilisent la population. Il y a beaucoup d'échanges au niveau des écoles, on parle beaucoup de multiculturalisme dans toutes les écoles, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. On va aussi former les fonctionnaires de l'État, fédéraux, provinciaux, aux approches multiculturelles et multiculturelles. Tous les services à la personne, au groupe, bien évidemment, il y a des financements, des fonds qui sont alloués donc à cette sensibilisation de tous les fonctionnaires. Encore une fois, ça va et la police y compris, et j'y reviendrai, aux différences des groupes ethniques. Donc, dans la mise en place aussi, donc cette valorisation, j'en parlais tout à l'heure, du multiculturalisme comme l'identité du Canada, donc à partir de 1988, ce sera vraiment ce que le Canada se crée une identité. C'est assez artificiel, vous allez me dire, c'est pas comme, je sais pas moi, la naissance de la Déclaration d'indépendance de 1776, Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, il n'y a pas ça au Canada, mais finalement, au XXe siècle, eh bien, on va dire le Canada est multiculturel, c'est très, très positif. Il y a des valeurs extrêmement, on va dire, de reconnaissance, de respect, et donc, quelque part, cette bienveillance est censée représenter le Canada. Donc, c'est la marque de fabrique du pays. Et c'est encore plus important, je pense, dans ce contexte que Jim mentionnait tout à l'heure aussi, d'un contexte de dénigrement. Vous savez que depuis les années 2007-2008, avec un ensemble d'actes terroristes qui ont pu se passer en Europe, et on a remarqué que souvent ces terroristes étaient nés dans le pays. Je prends le cas de la Grande-Bretagne, par exemple, où des terroristes comme les attentats qui ont eu lieu à Londres étaient en fait nés en Grande-Bretagne, élevés en Grande-Bretagne, mais d'origine musulmane. Eh bien, on a associé finalement le multiculturalisme britannique qui avait été promu sous Tony Blair comme finalement la cause des problèmes.
Et donc, il y a eu une sorte de backlash, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a beaucoup dénigré finalement le multiculturalisme pour des dérives qui seraient plutôt des dérives communautaristes. Donc, il y a eu un rejet des politiques multiculturelles. Le Canada aussi a traversé cette phase-là au tout début, dans les années 80-90, où on a pensé beaucoup d'intellectuels, puisque en effet, on a beaucoup pensé écrit sur le multiculturalisme et ce modèle-là. Eh bien, au sein du Canada, on a aussi trouvé que c'était très folklorique finalement, puisque les groupes qu'on mettait en avant, les groupes culturels, n'avaient pas de pouvoir politique. C'était juste le décor. On faisait attention à leur festival, où on célébrait tous la nouvelle année chinoise. Mais finalement, qu'est-ce que ça donnait au quotidien ? Sans prendre en compte nécessairement finalement le sentiment de respect, de bienveillance qui sont maintenant très à la mode de nos jours avec la phase que l'on traverse, mais qui à l'époque étaient considérés comme un peu une sorte de gimmick, de gadget, si vous voulez, par certains Canadiens. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un consensus autour de ces valeurs positives, de ces valeurs de partage et de reconnaissance. Le seul consensus qui ne se fait pas, et ça va être un des problèmes bien évidemment, c'est le Québec. Le Québec qui ne reconnaît pas forcément ce multiculturalisme d'État, qui lui préfère parler d'interculturalisme ou d'interculturalité. Dans le cas du Québec, eh bien évidemment, il y a une culture dominante, il y avait une identité très profonde avant l'invention de ce multiculturalisme et il est très difficile de tout d'un coup basculer vers toutes les cultures se valent, toutes les minorités visibles se valent. Dans le cas du Québec, on est plutôt sur une identité forte, on va dire, la langue française bien sûr, mais des valeurs francophones, québécoises. Et finalement, les immigrants qui s'installent au Québec, eh bien, doivent se rallier finalement à cette identité. On va accepter qu'ils aient des différences, mais qui va être du domaine privé. On va accepter certains accommodements, ce qu'on a appelé les accommodements raisonnables. Ça a été dans les années 80 jusqu'à très récemment. C'est un petit peu moins vrai aujourd'hui. Et on a des gens comme Charles Taylor, par exemple, ou bien Gérard Bouchard, qui ont inventé ce concept d'interculturalisme, qui est plutôt l'idée que vous acceptez des différences des groupes ethniques ou des minorités visibles, mais malgré tout, il reste une culture forte et solide qui est cette culture franco-québécoise. Donc voilà les accommodements qui ont été faits dans les années 80, 90 jusqu'aux années 2000. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Donc, j'en arrive donc à ma dernière slide. Donc, le titre, je bouge un peu, je ne sais pas si état des lieux et point de tension aujourd'hui. Donc, j'ai rappelé tout à l'heure le contexte mondial, je dirais, du backlash en Europe contre le multiculturalisme. On parlait de failure, de multiculturalisme d'État. Ça, c'est une phrase de David Cameron. Et quand Cameron critiquait ce multiculturalisme, c'était vraiment les politiques multiculturelles et particulièrement, il avait à l'esprit donc la Grande-Bretagne que Blair avait rendue, on va dire, presque impossible à gérer, tant la diversité culturelle ne permettait plus finalement de faire apparaître une identité britannique. Et donc, il y a eu un resserrement vers l'identité britannique avec l'arrivée des conservateurs au pouvoir après Cameron. Mais dans le cas du Canada, eh bien, ce backlash, finalement, n'a pas été ressenti ainsi. Il a été, comment dire, les Canadiens en tout cas les gouvernements canadiens, ont valorisé d'autant plus un multiculturalisme qui est accueillant, c'est-à-dire que dans le contexte notamment des tensions migratoires en Europe, là où les Européens n'arrivent toujours pas d'ailleurs à accueillir les immigrants, eh bien le Canada régulièrement, en tout cas les gouvernements, ont valorisé l'accueil des immigrants étrangers en disant, vous voyez, nous on prend notre part de cette immigration et ça marche très bien. Chez nous, ils s'intègrent. Il y a eu beaucoup de promotions télévisuelles de Trudeau, le fils Trudeau, accueillant des Syriens, leur donnant des superbes doudounes. Enfin bref, ils sont là bien intégrés, contrairement bien évidemment à ce qui se passait en Europe au même moment. Alors, le backlash, en fait, on l'a ressenti malgré tout plus récemment, je dirais, autour de la crise du Trumpisme, mais aussi de l'arrivée du Covid. Donc,
diverses questions se sont posées. Le Trumpisme a déclenché, enfin l'arrivée de Trump a déclenché bien évidemment de fortes tensions socioculturelles et socio-ethniques aux États-Unis, comme vous le savez. Si on prend le cas de Black Lives Matter, Black Lives Matter est arrivé aussi au Canada. Et donc finalement, il y a des revendications aujourd'hui de groupes ethniques et des groupes culturels au Canada qu'on n'avait pas forcément entendues avant. Donc, il n'y a pas une large il n'y a pas une grande majorité, enfin, il n'y a pas un grand groupe de Canadiens d'origine ou de Canadiens de couleur, si vous voulez, mais néanmoins, le mouvement Black Lives Matter a beaucoup impacté le Canada et donc ces revendications-là se sont fait entendre depuis 2-3 ans. D'autres groupes, du coup, se sont fait entendre de la même manière. Je donnerai quelques exemples plus tard si vous le souhaitez. En général, lorsqu'on prend donc la crise récente, notamment la crise sanitaire, eh bien, vous savez aussi qu'au Canada, il y a eu, comme aux États-Unis, une critique finalement des groupes d'origine asiatique. On les a pris pour des boucs émissaires. Donc les tensions ethniques, les tensions interraciales ont été très très vives à Toronto, à Vancouver, où on a accusé certains groupes, et donc c'est jamais l'individu, c'est toujours l'autre groupe d'être à l'origine, bien évidemment, de la crise sanitaire. On trouve aussi, et là, c'est encore une fois cette influence donc, de Trump et de QAnon, depuis quelques années, donc, enfin depuis 2-3 ans, un rejet du multiculturalisme, cette fois-ci de Canadiens qui se disent de souche. Alors, les Canadiens de souche, étaient regardé le recensement de 2016, ils forment 41% de la population, c'est-à-dire des gens qui seraient nés au Canada depuis 2 ou 3 générations, qui peut-être sont d'origine, bien sûr, origine européenne, mais qui se disent de souche parce qu'ils sont installés au Canada depuis 2 générations. Donc, il y a une montée en puissance, finalement, de ce sentiment de Canadiens blancs, bien évidemment, de souche, qui rejettent l'idée du multiculturalisme parce qu'ils rejettent l'immigration en bloc. Le Québec continue à valoriser cette idée de nation distincte, contrôle son immigration. Ils ont évoqué même l'idée d'une charte des valeurs qui serait des valeurs très spécifiques au Québec. Alors, la charte n'a pas été validée pour l'instant, elle est en débat, mais il y a donc une critique du multiculturalisme, c'est certain, et un resserrement de la notion d'une identité québécoise autour de la laïcité notamment. Et puis, par exemple, eh bien, les enseignants qui portaient le hijab jusqu'à présent n'ont plus le droit de le porter, ils ont perdu leur travail, donc ils doivent absolument, on ne doit plus voir aucun signe visible de différence dans l'espace public. Les revendications autochtones, alors c'est l'autre problème bien évidemment qui se pose au gouvernement canadien, c'est est-ce qu'on peut traiter les autochtones comme un autre groupe culturel? Eh bien évidemment, les autochtones ont dit non, et donc les Premières Nations, c'est le terme qu'ils utilisaient depuis les années 70, ont recommencé à négocier avec le gouvernement et souhaiteraient obtenir plus de justice sociale, plus de reconnaissance, et ça c'est compliqué à gérer puisque la nation a fait le pari finalement de que chaque groupe soit traité à même hauteur que le voisin, et il n'y a pas de différence de justice sociale pour les autochtones. Malgré tout, quand vous voyez ici les images, les 2 images coup sur coup de Trudeau, d'un côté, il cherche à négocier directement avec eux pour essayer de trouver un terrain d'entente. Il les met beaucoup en avant, j'aurai des exemples à vous donner. Dans le cas ici de son dernier gouvernement, par exemple, puisqu'ils ont été reconduits au pouvoir à l'automne dernier, eh bien, le multiculturalisme, alors je trouve qu'il y a de plus en plus de visages blancs, hein, mais dans le gouvernement précédent, il y avait quand même beaucoup de ministres qui étaient issus de groupes donc, du multiculturalisme, si vous voulez. Là, ici, il en reste 2. Elle est ministre du multiculturalisme, donc je ne sais pas si c'est forcément un bon choix, mais en tout cas, donc, visage de la diversité représenté au niveau de l'État. Donc, je termine par une par une citation en fait d'Ernest Renan, un plébiscite de tous les jours. Alors, quand Ernest Renan parlait de ça à la fin du XIXe siècle, c'était pour parler de le nationalisme et de la nation, un plébiscite de tous les jours. Je dirais que le Canada, pour maintenir son niveau de multiculturalisme et une nation multiculturelle, nécessairement requiert du peuple, des groupes ethniques, un plébiscite de tous les jours. Et c'est cette animation, on va dire, de ces groupes-là qui pose problème au quotidien, puisqu'il faut continuer finalement à faire croire à ce projet, à des groupes, à des gens qui arrivent et qui ont besoin de trouver leur place dans la société canadienne. Donc, je pourrais plus tard parler notamment de la manière dont la cérémonie de la citoyenneté, par exemple, fait partie de cette démonstration de ce plébiscite de la nation multiculturelle. Je laisse là-dessus, j'ai un peu débordé, je vois déjà. Désolée, je vous remercie. Merci beaucoup.
On va se tourner maintenant vers Silvia Capanema pour explorer les questions de multiculturalisme depuis le sud des Amériques. Silvia est maîtresse de conférence à l'Université de Paris-Nord, ou je crois qu'on dit maintenant Sorbonne Paris-Nord, ou Paris-Sorbonne-Nord. À l'époque où je travaillais pas loin de là, à Paris 8, Saint-Denis, on disait simplement Ville-Tanneuse. Silvia est spécialiste de l'histoire du Brésil, histoire sociale et culturelle, surtout contemporaine, période républicaine, j'ai relevé. Elle travaille sur des questions ethno-raciales, les identités, le métissage. Je sais qu'elle a consacré un travail collectif à l'idéologie de la démocratie raciale au Brésil il y a une bonne dizaine d'années. Et j'imagine que ces questions-là pourraient refaire surface aujourd'hui. On verra. Alors, Silvia, tu as la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien, vous m'entendez bien, parce que là, je suis dans des conditions pas très, très bonnes de connexion, mais merci beaucoup déjà pour l'invitation. Merci Françoise Lejeune pour l'invitation, ainsi qu'à James Cohen pour les commentaires et aux organisateurs aussi pour l'organisation de ce séminaire et de cette séance. Donc pour moi, j'ai changé un peu le titre parce que la question multiculturelle au Brésil correspondait plus à la réalité du Brésil où on n'a pas eu une politique publique assumée qui va s'assumer comme étant multiculturelle, mais on a le multiculturalisme en politique d'État, en politique locale et aussi en revendication sociale et aussi dans la pensée universitaire. Et c'est ça qui est intéressant. Dans les cas du Brésil, c'est la convergence de tous ces facteurs, avec aussi, comme on a vu dans la présentation pour le Canada, les formes aussi de contestation, de critique et de réaction aux mesures qui sont quelque sorte prises dans le cadre d'une pensée ou d'une perspective plutôt multiculturelle. Donc, c'est pour ça, donc, je suis à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Je suis historienne, mais cette présentation serait plutôt dans ma dimension de comme on appelle en France, de civilisation ou d'études lusophones, parce qu'elle va parler du présent et du passé. Donc, à la différence de Françoise Lejeune, c'est pour ça que j'ai bien aimé, et je vais bien aimer la discussion tout à l'heure au niveau de la comparaison. Avec les Canada, on n'a pas tant que ça, et c'est très intéressant. Et aussi du point de vue que pour nous, la question multiculturelle au Brésil, elle va émerger au présent, aussi dans les 30 ou 40 dernières années, mais en réponse à une situation historique ancienne. Alors qu'au Canada, c'est une question du présent qui répond à une situation actuelle, plus contemporaine, beaucoup plus contemporaine. Comme on va voir. Donc là, déjà, j'ai illustré avec les drapeaux brésiliens qui aujourd'hui est réapproprié par les mouvements conservateurs, mais qui reste le drapeau brésilien connu, et aussi une image récente qui dans un site internet qui s'appelle Gélédès du mouvement noir, qui porte les revendications du mouvement noir actuel. Donc pour le contexte de cette introduction, là, c'est juste le plan de ma présentation rapide, l'introduction, le contexte brésilien et la formation du peuple brésilien, la question de la démocratie raciale au multiculturalisme, qui étaient les titres de l'ouvrage dont James Cohen a parlé au départ. On a co-organisé avec Anaïs Féché en 2009, mais qui a été réactualisé dans les cadres de nos recherches en France par d'autres publications dont je parlerai et aussi qui reste à réactualiser dans la période actuelle. Et donc les nouvelles perspectives des années 2000 à 2020 et surtout 2010-2020 et quelques éléments de conclusion. Donc déjà pour l'introduction, le contexte brésilien actuel il est très particulier, comme tout le monde le sait, la pandémie, qui fait vraiment, là, dans les dernières, à la lecture de la presse, des médias contemporains, on va lire beaucoup de choses sur la pandémie, mais mine de rien, ce qui est intéressant, c'est que les tensions aussi
raciales, elles sont présentes dans les faits divers actuellement. Et bien sûr, comme le dit Camus, le problème, c'est que quand on a la peste, on ne pense qu'à la peste. Donc, c'est un peu le contexte brésilien actuel. Moi, je suis actuellement au Brésil parce que j'ai un CRCP, un congé de recherche. Donc, je peux vous dire que la situation est compliquée. Et aussi, une crise environnementale qui s'est exprimée là en fin d'année avec les pluies, etc., c'est ça qu'on a dans la région sud-est. Et bien sûr, donc un contexte aussi qui, dans les 3, les 4, voire plus, les 5 dernières années, d'ascension des conservateurs et des réactionnaires au pouvoir avec Jair Bolsonaro et la remise en question de la Constitution de 1988 que nous allons voir. Aussi, comme élément d'introduction, parce que je ne sais pas sur quel niveau de connaissance et de compréhension du Brésil chacun ici est. Donc, pour nous, il faut savoir que le peuple brésilien, il est formé historiquement, et donc ça s'est pris par 3 matrices. Et là, je reprends Darcy Ribeiro, quelque sorte, qui est un anthropologue qui a travaillé, qui a un classique sur le peuple brésilien. Donc, la matrice indigène, avec une dominante de Tupi et Tupi-Guarani, qui étaient les Indiens de la forêt amazonienne, mais aussi du littoral, qui étaient plus en contact avec Portugais. Mais les 2 matrices, donc la matrice africaine, avec l'introduction des personnes rendues en esclavage, comme on dit actuellement les esclavisés, les personnes et les esclaves qui ont été introduits à partir de 1530 environ jusqu'en 1850 avec la fin de la traite des esclaves. L'esclavage va durer au Brésil jusqu'en 1888. C'est le dernier pays du monde occidentalisé qui va abolir l'esclavage, comme on le sait. Et aussi avec une introduction de presque 5 millions d'esclaves africains qui venaient soit de la région du centre de l'Afrique, c'est qu'on appelle les Soudanais, soit de la région de l'Angola, mais aussi en moindre mesure du Mozambique, donc des territoires portugais. Et donc, ça va considérablement marquer le Brésil. Et bien sûr, la 3e matrice, la matrice européenne, avec l'arrivée des Ibériques, des Portugais, mais aussi d'autres peuples européens. On parle aussi souvent des immigrations européennes, allemandes, italiennes, et d'autres de la fin du 19e et début du 20e. Sauf que, bon, bien sûr, ces différentes matrices culturelles ne sont pas en égalité en termes de pouvoir au Brésil. Donc, c'est un pouvoir qui est concentré dans les mains des Blancs, même si ce sont des Blancs. Métissés, c'est plutôt des populations blanches qui vont concentrer le pouvoir économique, politique dans la société brésilienne. Pour nous, ce qui est intéressant et ce qui nous a mené à écrire, à produire l'ouvrage de 2009 avec la participation de Diosco, entre autres, c'était de réfléchir à cette idée que comment on avait une idée que le Brésil était une démocratie raciale, c'est-à-dire un pays, un paradis racial, égalité raciale, les races avaient les mêmes conditions, etc., parce qu'un pays métissé. Donc, cette image qui est diffusée à l'étranger, comment elle restait, elle existait encore à l'étranger, même dans les années 2000. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une structure de longue duration, cette image de la démocratie raciale. Et pourquoi, en même temps qu'au Brésil, déjà dans les années 2000, questionnait et refusait complètement cette idée. On peut même parler d'une période post-démocratie raciale, comme on verra. Donc, ce paradoxe nous a mené à produire le livre en question. Donc, ici, pour illustrer, j'ai mis une image pour introduire aussi, que c'est la marche des femmes indigènes contre le gouvernement qui a eu lieu en 2019 contre le gouvernement de Bolsonaro et ses mesures surtout de questionner la possession des terres indigènes et les droits des peuples indigènes. Et cette marche, elle a lieu tous les ans au Brésil. Là, c'était la première à Brasilia. Bon, donc de la démocratie raciale au multiculturalisme,
là, on va rentrer dans cette première partie sur cette question donc cette question d'un paradigme qui va être créé, qui est celui de la démocratie raciale. Donc, il faut avoir en tête pourquoi on va nommer le Brésil comme étant le pays de la démocratie raciale. Donc, c'est dans les années 30-40, 1930-1940 notamment, donc à l'héritage, à la suite des travaux de Gilberto Freire et d'autres, mais Gilberto Freire est le plus connu dans cette perspective, et qui vont théoriser, mais ceux qui existaient déjà dans l'imaginaire, avec les voyageurs étrangers, avec d'autres perspectives, qui étaient donc l'imaginaire d'un pays qui était métis. Et effectivement, c'est un pays métissé. Mais ce qu'il fallait expliquer, c'est qu'un pays métissé n'est pas un pays où il n'y a pas de hiérarchie raciale. C'est ça, justement, le paradoxe du Brésil. Mais ce paradigme de la démocratie raciale, de l'égalité de 3 contribuantes, de 3 matrices pour la formation du peuple brésilien, il va donc être élaboré dans les années 30 et 40. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où il est élaboré, il est une réponse quand même aux théories d'eugénie, de hiérarchie raciale qui existaient au début du XXe siècle. Et dans le contexte de la guerre, tous les pays vont être intéressés sur le Brésil, ce pays qui serait un laboratoire de la bonne relation entre les différentes ethnies, les différentes origines. Et c'est pour cette raison, donc dans ces contextes, qu'après, dans les années 50, il y a une mission de l'UNESCO avec des chercheurs, des anthropologues brésiliens et même étrangers, Roger Bastide, elle a été dans ce cadre, on a Florestan Fernandes et beaucoup d'autres, qui sont allés donc étudier, qui ont fait une étude, une grande recherche sur le Brésil. La question d'origine était pourquoi ce pays était le pays de l'harmonie raciale et de l'égalité raciale. Et la réponse a été non, ce n'est pas un pays d'harmonie raciale et d'égalité raciale. Donc déjà dans les années 50 et 60, les recherches universitaires ont dénoncé, ont démontré que ce paradigme était faux. Et en même temps, le mouvement social et le mouvement noir, en l'occurrence surtout, va aussi dénoncer la condition des Noirs au Brésil. Donc, on parle d'Abdias do Nascimento, qui était le grand leader et intellectuel du mouvement noir de la période, aussi dans les créations artistiques avec le théâtre expérimental du noir et d'autres perspectives qui vont dénoncer et dire ce paradigme, cette idée, elle est fausse. Donc, déjà dans les années 50 et 60. Mais elle continue à exister. Et elle va exister même pendant les années de la dictature et surtout donc instrumentalisée par la dictature civile et militaire au Brésil des années 60, 64 jusqu'aux années 80 qui vont donc vendre à l'étranger cette idée. Et on pense ici à l'équipe de foot, de football, aux conquêtes dans les coupes du monde, à Pelé, qui va donc être peut-être le meilleur ambassadeur de cette idée à l'étranger, alors que déjà à l'intérieur du Brésil, elle était critiquée. Donc, la question, les Indiens aussi, ils ont aussi une histoire qui se construit un peu différemment de celle des personnes d'origine africaine. Donc, pour les peuples indigènes, il y a des missions déjà au début du XXe siècle qui vont essayer de préserver à leur façon, avec des idées du positivisme scientifique, le maréchal Rodin, c'est un début pour certains auteurs de cette préservation des peuples indigènes, mais d'autres critiques disent non, il va détruire quelque sorte la culture indigène. Mais comme on sait, donc il y a Lévi-Strauss et toute l'anthropologie qui va attirer l'attention pour les peuples indigènes, mais qui était dans cette perspective mourant et en disparition. Rien ne pouvait être fait et on ne pouvait que regretter. Mais ce qui va être formulé avec le temps et aura lieu dans la Constitution de 88, avec la fin de la dictature, qui est une constitution qui va sceller le retour à la démocratie au Brésil, la fin de la dictature civile militaire, donc était une perspective de défendre ces minorités qui ne sont pas des minorités, d'ailleurs, pour les personnes d'origine afro-brésilienne, mais ces minorités en termes de pouvoir, de défendre les cultures africaines, les
afrodescendants et aussi de défendre les Indiens du Brésil. Donc, avec la Constitution de 1988, une des perspectives importantes qui ont été mises en place, je reviens parce que c'est encore là, dans la Constitution de 1988, était la possibilité de création d'une part, de garantir la possession des terres aux peuples indigènes et d'autre part, de garantir aussi l'héritage des terres qui étaient des terres des populations héritières d'esclaves en résistance, donc les dits quilombos, les terres d'esclaves, des terres d'émarronnage en histoire de l'esclavage française. Donc pour ces populations, elles avaient le droit à garder ces terres. Donc la Constitution de 1988 va ouvrir une série de possibilités de droit et quelque sorte, elle compte avec cette vision d'égalité raciale au Brésil, mais elle garantit une autre forme d'égalité à partir des différences et en s'appuyant sur le communauté. Et donc, dans le livre que j'ai mis à côté, parce qu'il a été question maintenant, et je suis contente de revenir à ce travail qui était pour nous, au début de ma vie universitaire, disons, d'enseignante, enseignant-chercheur, donc à la fin de ma thèse. Et ce livre, donc on a plusieurs travaux qui vont déjà vont démontrer cette perspective. Sur le travail de Ebima, une historienne par exemple, qui travaille sur la mémoire des populations de quilombos, des populations héritières de l'esclavage. Il y a aussi le travail d'Antônio Sérgio Alfredo Guimarães qui parle de post-démocratie raciale. Et la post-démocratie raciale, on ne peut pas dater parce que, bien sûr, ce date, on va se tromper parce qu'il y avait des contestations avant. Il y a quand même la démocratie raciale qui est en longue durée, même dans nos jours. Mais son date à peu près dans les années 80-90. On va rompre dans le monde intellectuel et dans le monde de mouvements sociaux avec cette idée définitivement. Il y a d'autres travaux qui sont importants dans ce livre, qui est celui de Elie Elman, qui travaille sur qui a présenté une recherche sur les quotas universitaires dans leur première expérience à l'Université de l'État de Rio de Janeiro en 2002. Donc, voilà, on rentre donc, dans les perspectives contemporaines. Et donc, les perspectives contemporaines, donc, c'est l'articulation entre les connaissances universitaires et les mouvements sociaux. Donc, il faut savoir aussi qu'en même temps qu'on a les mouvements sociaux qui revendiquent, qui travaillent les droits et l'égalité réelle, nous avons aussi une réponse au niveau universitaire et pour promouvoir aussi la diversité. Donc, par exemple, sur les études indigènes, il y a une série d'études qui vont apparaître et de nouvelles productions. Il y a aussi une série de travaux qui vont revaloriser la littérature indigène, l'apprentissage des langues indigènes et qui vont aboutir jusqu'à l'acceptation, par exemple, pour le concours d'entrée à l'université, des examens en langue indigène. Et donc, de pouvoir aussi, dans les territoires indigènes, avoir une éducation, et ça, c'est garanti par la Constitution, en langue indigène et en langue portugaise. Tout cela reste très restreint, mais c'est un geste important, disons un nombre de populations, mais c'est un geste important et ça dépasse le monde indigène parce que les autres savoirs universitaires se revendiquent aujourd'hui, quelque sorte, de pouvoir s'alimenter par les connaissances des cultures indigènes. Et nous avons aussi, donc je parle dans une publication qu'on a fait en revue à l'Institut, à l'IDEA, l'Institut des Amériques, un numéro de 2020, sur les marges créatrices, qui est co-organisée par moi-même, Fatma Hamdani, qui est chercheuse à Lille, enseignante-chercheuse, Véronique Ebrard, qui est latino-américaniste aussi à Lille, professeure, et Claire Parfait, qui était professeure à Sorbonne Paris Nord, qui est angliciste. Donc, nous avons travaillé sur la question des marges créatrices des intellectuels indigènes et noirs dans les Amériques. Et dans ce volume, on a publié, par exemple, le texte d'un intellectuel indigène qui est universitaire, qui réfléchit sur comment faire de l'anthropologie. Le texte, il est en portugais, il est accessible. Comment faire de l'anthropologie
qu'on est soi-même indigène. Donc, ça, c'est pour montrer cette articulation. Aussi, dans ce mouvement de la société, j'ai parlé des quotas universitaires qui ont été expérimentés dans un premier temps au niveau local, des universités des États, parce qu'il faut savoir que le Brésil est une fédération, donc il y a les États, et l'État national, c'est ce qu'on appelle l'union ou la fédération. Donc, dans les universités locales, on a expérimenté dans un premier temps, en 2022-2023, et après, ça a été généralisé. Et aujourd'hui, c'est le cas. Toutes les universités du Brésil sont accessibles par concours, parce qu'elles sont toutes accessibles par concours, mais dans ce concours, il y a un quota de places réservées, de quotas qu'on appelle quotas sociaux, et vous avez ici 50% des places à partir de 2013, mais ces 50% des places, elles sont, il y a à l'intérieur aussi une partie réservée aux afrodescendants noirs et une partie réservée aux indigènes. Et aussi aux étudiants qui viennent des écoles publiques. Donc, on combine des facteurs sociaux et des facteurs dits là-bas raciaux. Ici, et donc, ces quotas, cette question, cette transformation, elle est très importante. Il y a de nouveaux textes en droit, et j'ai travaillé sur le texte de Renato Teixeira, qui est un intellectuel en droit, et qui défend la politique du quota et qui va démontrer comment ça a été un grand succès en termes symboliques et en termes aussi de transformation, parce que ça reste malgré tout un pays inégal. Et donc, c'était un premier pas vers une égalité très actuelle et nécessaire dans la société brésilienne. Et donc, sur les quotas, donc, c'est porté par les mouvements sociaux, c'est fait par les politiques et c'est défendu dans le monde et étudié dans le monde universitaire. Aussi, quelques perspectives très contemporaines. Nous avons aussi dans le domaine de recherche universitaire, et c'est pour ça qu'il est intéressant ce travail que nous avons organisé avec Claire Parfait et d'autres collègues, cette question des intellectuels noirs, parce qu'on revendique de plus en plus aussi que c'est la théorie, quelque sorte, du lugar de fala, de la place de la parole noire, traduit en français dans un livre de l'édition Anacaon, un livre de Jamila Ribeiro. Mais bon, après, c'est un concept qui peut être critiqué et qui est critiqué, mais il ouvre, oui. Et donc, il ouvre vers cette perspective qu'il faut aussi des acteurs, des personnes, des intellectuels noirs et indigènes pour parler des sujets qui concernent les noirs et les indigènes. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, par exemple, un mouvement des historiens noirs qui produit qui rassemble tous les historiens noirs, qui ont d'excellentes contributions, qui réfléchissent sur l'histoire de l'esclavage autrement et qui proposent des nouvelles perspectives, et l'esclavage et les héritages. Et aussi, la question du recensement de 2010, parce qu'on n'a pas eu de recensement en 2020, donc c'est le dernier, qui va donc, suite à cette nouvelle perspective de la société, qui va pour la première fois démontrer que les Noirs, démontrés par le recensement, donc le résultat de ce recensement est que c'est-à-dire le noir et le métis, le pardo, c'est un terme qu'on ne peut pas traduire en français bien, mais ça serait les métis, mais on considère comme étant non blancs, donc les noirs et les métis sont majoritaires au Brésil. Et cette augmentation, comme c'est un recensement par auto-reconnaissance, ce sont les personnes qui s'identifient en tant que telles. Et ces changements sont sensibles dans la société. Donc, la population indigène, elle a eu une croissance. Donc, au contraire de ce qu'on disait, et grâce aux mesures qui ont été entreprises à partir de la Constitution de 1988, une croissance, elle continue, elle n'est pas très importante dans les recensements, mais il y a des personnes indigènes qui ne sont pas recensées en tant qu'indigènes. Et la population qui se auto-reconnaît comme étant blanche. Et donc, quelques éléments de conclusion. La question très actuelle reste très actuelle au Brésil en politique publique et en réponses qui sont exigées et demandées de l'État. Donc, on a par exemple un mouvement les mouvements noirs qui vont dénoncer ce qu'ils appellent les génocides des Noirs
dans les quartiers populaires, dans les favelas, parce que tous les indices démontrent que le taux de mortalité est beaucoup plus important des personnes, des Noirs au Brésil, des jeunes Noirs qui sont tués par la police, tués dans le cadre du trafic de drogue, qui sont mis en prison et donc ils vont dénoncer cette inégalité très, très, très importante. Et aussi, on a de l'autre côté, ça c'est pour donner un exemple, hein, de l'autre côté, le mouvement qui est responsable pour l'ascension de Jair Bolsonaro. Là, on a le 7 septembre de l'année dernière, qui est le jour la fête nationale au Brésil. Il a fait un grand rassemblement avec les personnes de ses soutiens. Et ils ont donc dit, il a vraiment critiqué la Constitution de 1988 et notamment les mesures de droit au peuple indigène, de droit à la terre et de droit aux descendants, aux Afro-Brésiliens, en quelque sorte. Et là aussi, de côté, donc la question c'est, vous voulez une place à l'université, il faut réussir le concours d'accès à l'université. Donc, c'est aussi cette personne qui est proche des mouvements de Jair Bolsonaro. La photo a été prise dans la presse dans un rassemblement favorable à Jair Bolsonaro, questionne la politique de quotas universitaires. Et donc, vous voyez la tension actuelle autour de quelque sorte de multiculturalisme au Brésil, avec les mesures, d'une part, donc les paiements de plus d'égalité dans le sens de plus de reconnaissance des inégalités déjà concernant les afrodescendants et les indigènes, et de plus de politiques de réparation, et d'autre part, les soutiens de conservateurs de Jair Bolsonaro, comme on peut appeler, qui vont s'attaquer à toutes ces mesures qui ont été très importantes dans le gouvernement du Parti des travailleurs entre 2003 et 2016, mais un peu avant aussi, et qui vont être la cible de soutien de Jair Bolsonaro. Donc, merci beaucoup. Excusez-moi s'il y a eu des interruptions. Merci beaucoup, Sylvia. Alors, je suis en train de voir combien de personnes nous ont laissé des questions. Il y en a une pour l'instant. Nous y viendrons très, très prochainement. D'abord, je voudrais essayer non pas de faire une synthèse entre les deux interventions parce que ce serait un peu difficile, mais j'ai des questions qui me travaillent de chaque côté canadien et côté brésilien. J'ai des questions de différentes natures qui me travaillent ici. À propos du Canada, Françoise, alors je sais qu'il y a un petit effet de contagion trumpiste au Canada qui n'est pas grand-chose pour l'instant, politiquement même. Bon, mais je sais, je n'ai pas prêté trop d'attention à l'époque, mais je sais qu'il y a quelques années, il y a peut-être une dizaine d'années, c'est des vagues souvenirs maintenant, mais je sais qu'il y a eu des craquements, disons, dans le multiculturalisme côté québécois, parce que, alors je reconstitue de mémoire, le nationalisme québécois, non pas dans son expression la plus ouverte, etc., et cosmopolite, mais plutôt dans son expression plus traditionnaliste et ethniciste, a trouvé des motifs de conflit avec des musulmans du Québec. Et je crois, sauf erreur, que c'est un peu dans ce contexte qu'est née la notion d'accommodement raisonnable, c'est un peu ça? Oui, j'aimerais bien resituer le contexte. En fait, c'était dans le cadre des premières craintes, si tu veux, qu'il y avait au Canada, au Québec ou ailleurs d'ailleurs, de communautarisme. C'est-à-dire qu'on était persuadé que les groupes d'immigrants qui allaient arriver allaient se resserrer sur eux-mêmes et puis finalement aller recréer des mondes avec des lois qui seraient vraiment anti-canadiennes. Il y a eu des exemples comme ça, il y en a eu à Toronto, il y avait un exemple aussi au Québec, où en effet, il fallait absolument leur interdire finalement de vivre en autarcie, de se resserrer sur eux-mêmes et de travailler avec la société d'accueil. Donc, c'est vrai que ça a commencé comme ça, cette idée d'accommodement raisonnable, c'est-à-dire qu'on autorisait, par exemple, les Sikhs à porter leur coutelas, on autorisait les Sikhs à porter leur turban, même dans la police. Donc, on avait ces accommodements-là.
Et je pense que ça, alors ça c'est le cas du Québec, dans le reste du Canada, et ces accommodements ont existé aussi. Jusqu'à récemment, si je prends le cas du Canada fédéral, le dernier débat en cours était, je crois que c'était 2015, où une jeune femme en voile intégral s'était refusé l'accès pour devenir citoyenne du Canada pendant la cérémonie. On lui avait interdit de porter son voile intégral. Voilà. Donc il y a eu un grand débat autour de ça. Et la Cour suprême a dit si elle a le droit de le garder. Donc, elle montre son visage avant, il n'y a pas de problème, mais durant la cérémonie, qui est un peu maintenant le ton de la cérémonie de la citoyenneté, c'est venez comme vous êtes, c'est très McDonald's, hein, come as you are. Et donc, finalement, on peut porter son habit traditionnel jusqu'au voile intégral. On peut jurer sur l'ouvrage que l'on souhaite et pas forcément juste la Bible. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans le Canada. Et finalement, ça a permis, je pense, peut-être de céder un peu sur certains communautarismes, parce que j'estime que malgré tout, quand on vient en voile intégral, c'est que voilà, c'est sa culture, certes, mais on n'est pas forcément très bien intégré non plus, mais c'est comme ça a été accepté. Et dans le cas du Canada, donc aujourd'hui, ce qui se passe, parce que depuis 2 ou 3 ans, on a un gouvernement plutôt conservateur au Québec qui revient, il y a une forte tendance vers cette idée que, dans l'espace, on va dire, public, je pense par là des fonctionnaires ou les gens qui donnent des services à la personne, ça peut être des enseignants recrutés par les écoles, n'ont pas le droit de porter un hijab, ne serait-ce qu'un voile. On est laïque jusque dans l'espace public. Donc là, on est au-delà, je dirais, des accommodements raisonnables, on est à nouveau sur l'idée d'un nationalisme civique pur et dur, et on rentre dans le moule, point barre. Et donc, ça vient en fait de craintes des Québécois de perdre le français. C'est vrai qu'il y a des résultats, on montre le nombre que le français perd du terrain, des tendances de resserrement aussi sur des langues autres, et le choix de l'anglais par les immigrants qui arrivent, au lieu de parler français. Et donc, c'est finalement, on va forcer les gens à rentrer dans le moule québécois d'une manière ou d'une autre, en tout cas dans l'espace public. Donc ça, c'est le cas québécois. Et dans le reste du Canada, on essaye de maintenir, je veux dire, des échanges cordiaux jusqu'au moment des crises, bien évidemment. Et je suis d'accord avec toi, ce racisme qui arrive, là, qu'on ressent, il est déjà quelque part... il était présent, on a des communautés survivalistes, je ne sais pas comment on dit ça en français, un peu des communautés, tu vois, qui portent des armes et qui sont prêts à s'émanciper du gouvernement fédéral et dans certaines provinces, notamment dans l'Alberta. Donc, on a des groupes déjà, on va dire, très de blancs. On les trouve dans l'Idaho aux États-Unis. Exactement, tu vois, dans ces coins un peu reculés. Donc, ces gens-là sont très, très présents et ce sont les premiers à suivre QAnon. Donc, dès qu'il se passe quelque chose aux États-Unis, sur le réseau, on le voit aussi. Alors, il y a aussi apparemment, j'ai vu ça récemment, un grand penseur QAnon qui se trouve aussi au Québec. Donc, donc tout le monde est un petit peu en tête de réseau et voilà, ils se nourrissent de ces débats. Ça doit être une très grande pensée, voilà. Voilà, une grande pensée, mais néanmoins qui peut créer des dégâts puisque... comme on peut déclencher une haine de tel ou tel groupe, de telle ou telle culture, en 2 temps, 3 mouvements, bien évidemment. On se sent menacé dans sa blanchitude, on va dire. Voilà. Merci. Ces plongées dans le concret sont très importantes pour comprendre. Et alors, Sylvia, j'ai une question d'un autre type, parce que j'avais l'impression qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus diffus, qui a beaucoup du multiculturalisme sauf le nom, qui ne se revendique pas comme tel. C'est un peu ça que tu disais au début. Il n'y a pas nécessairement cette idée de revendiquer la notion, mais il y a différentes expressions, mais de différents ordres. C'est ça qui m'intrigue, parce que quand j'essaye de voir où nous en sommes par rapport à cette fameuse distinction Nancy Fraser, entre les revendications redistributives et celles de reconnaissance, il y a un peu les deux qui se passent là. C'est-à-dire que j'essaye de comprendre, peut-être que tu peux nous aider à mieux comprendre en quoi consiste, quelle est la finalité ou quelles sont les finalités du mouvement afro-brésilien, parce qu'il y a des revendications qui ont à voir avec des places à l'université, la possibilité d'une promotion sociale, c'est vraiment, entre guillemets, d'ordre redistributif. Tandis qu'il y a d'autres revendications qui sont plus celle d'une reconnaissance culturelle à travers l'expression culturelle. Tu as évoqué cela aussi, ça ressemble un peu plus à ce qu'on appellerait multiculturalisme d'ordinaire, mais en même temps,
il y a cette articulation entre les deux. Il y a un volet social et un volet plus d'expression culturelle et de revendication de reconnaissance. Peut-être qu'il faut les deux, parce que quand je pense à la situation des États-Unis, il y a bien souvent l'un sans l'autre. Il y a le discours du multiculturalisme, mais sans le volet social derrière, ce qui fait qu'il y a beaucoup de faux. Et quand on dénonce les démocrates pour avoir tout le discours du togetherness et de la diversité sans que l'intendance suive et qu'il y ait un vrai effort de redistribution, voilà une des faiblesses possibles, un des travers possibles des multiculturalismes en général. Au Brésil, il y a eu une autre dynamique, aidée ou non par la gauche au pouvoir à son époque. Là aussi, j'essaie d'avoir une lecture politique de la chose. Comment on peut reconstituer ce moment? Ouais. Donc, oui, pour répondre, justement, comme je disais, le multiculturalisme ne va pas être revendiqué, vous n'allez pas trouver ça comme une revendication politique affichée ni nommée en tant que multiculturalisme. Ça a été les mesures plus multiculturelles, qu'on pourrait les nommer en tant que telles, ont été le fruit des revendications, mais adoptées par les gouvernements de gauche. Donc, souvent, on fait le lien entre néolibéralisme et multiculturalisme. Il faut relativiser dans le cas du Brésil, à mon avis. Après, pour répondre à ta question sur les revendications et les demandes des mouvements noirs qui sont à l'intérieur de politiques publiques, je n'ai pas eu le temps d'évoquer, mais on a eu au Brésil en 2010, dans les cadres du gouvernement, la fin du gouvernement Lula et le début du gouvernement Dilma Rousseff, l'adoption du statut de l'égalité raciale. Et dans ce statut, il y avait une série de mesures. Et déjà avant, comme par exemple, dans les cadres du programme des enseignements en histoire, étudier l'histoire de l'Afrique. Dans le cadre aussi de ces mesures, il y avait donc la question des quotas à l'université, au service maintenant aussi à l'accès au master et au doctorat. Mais plus que ça aussi, comme je disais, il y a une exigence, c'est pas en termes de quotas ou chiffrés, mais ça se passe de forme symbolique, on puisse avoir aussi des représentants femmes noires indigènes dans la prise de parole publique et l'évocation des sujets concernant les afro-descendants, les noirs et les femmes, et dans d'autres sphères de la société. Il y a aussi, par exemple, à la dernière biennale d'art de São Paulo, il y avait une place très importante à l'art indigène. Il y a aussi dans des maisons d'édition qui vont publier uniquement des auteurs noirs pour faire émerger l'écriture ou presque uniquement des auteurs noirs. Il y a des festivals, donc un festival que je connais bien parce que je travaille avec eux, s'appelle FLOUP, Festival des banlieues, qui fait des concours d'écriture et des cours d'écriture et des ateliers uniquement pour les femmes noires. Et donc, il y a une série de mesures qui vont exister dans l'ensemble de la société, dans plusieurs niveaux, qui font un ensemble de politiques publiques. Et bien sûr, dans la période de Lula et de Dilma Rousseff, avec la création, dans la période de Lula, de la CEPIR, la Secrétarie pour l'égalité, pour la promotion de l'égalité raciale, donc un ministère qui va s'occuper de ces questions. Mais à la différence du Canada, c'est pas des questions, c'est ça, de peuples migrants de l'actualité. C'est encore sur l'histoire et la question des inégalités qui sont à la fois sociales et raciales, des ensembles de ces sujets, pour changer ces questions. Et donc, j'ai aussi une question à François, si je peux, je profite parce que il faut laisser le temps pour les... Il y a le temps, je pense. C'est très rapide. Mais il y a des questions qui apparaissent. Comment au Canada, il y a l'articulation entre l'université, la production universitaire et ces mesures publiques et la société, comme on a au Brésil, par exemple.
Il y a eu des politiques de quotas au début, il n'y en a plus vraiment. Elles sont les seuls quotas, enfin les seuls. Ce à quoi je pense, c'est par exemple des recrutements dans des départements d'études indigènes ou des études autochtones, où on va favoriser le recrutement d'autochtones. On est revenu beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que dans un recrutement, par exemple, dans un poste d'université, on va d'abord prendre des Canadiens, on fera en sorte qu'on étudiera aussi bien les femmes que les hommes, et aussi on verra s'il y a des candidats autochtones. Voilà. Mais il n'y a pas, enfin, c'est pas un quota, c'est plus on considère que voilà, on va aider peut-être l'arrivée, oui, de chercheurs issus de la dynamique autochtone, des Premières Nations, par exemple. Alors, de mon point de vue, en tout cas, depuis quelques années, parce que je suis très intéressée par ce que tu dis, bien sûr, sur la place de la question indigène. Et en ayant lu un petit peu aussi sur l'Amérique latine, on voit bien que la dynamique vers le multiculturalisme de beaucoup de sociétés latines, ou latino-américaines plutôt, ont été avec la question autochtone. Alors qu'ici, j'ai l'impression qu'on les a un peu laissés de côté, mais que là, c'est en train de monter en puissance depuis quelques années. Par exemple, le Canada a traîné des pieds pour ratifier la charte des droits sur les autochtones des Nations Unies, par exemple. Ils l'ont fait en 2016. Et donc, c'était toujours sous Trudeau, fils, là. Et donc, à partir de là, il y a des engagements qui sont pris forcément auprès des Nations Unies. On est obligé d'introduire un peu plus de justice sociale, un peu plus d'équité aussi dans les recrutements. Et donc, je pense que l'injonction, on a dû perdre Sylvia quelque part. Donc, l'injonction finalement de faire attention aux Premières Nations et aux Autochtones, je pense, est venue de la ratification de cette charte et de devoir suivre des règles qui vont finalement faire que les Premières Nations sont enfin à part ou quelque part prises à part dans l'ensemble, dans la masse des groupes ethniques finalement, et traitées pour leurs propres questions, c'est-à-dire la question des terres, de la reconnaissance, de la réparation, etc. etc. Donc, il n'y a pas de quota, c'était ta question au départ, mais il y a une sorte de dynamique qui leur est imposée finalement, je disais, par rapport aux Nations Unies, par rapport à la charte, et qui a créé une politique quand même autochtone que pratique actuellement le fils Trudeau, avec une reconnaissance des autochtones, voilà, qu'ils ont réclamé eux-mêmes. Hein, ça n'est pas venu tout seul non plus. Mais... Donc, pour moi, ça va être la grande dynamique de la grande question de l'articulation entre le multiculturalisme des autres groupes ethniques qui sont à peu près 200, hein, il y a 200 groupes ethniques différents de visibilité, de minorités visibles, si vous voulez, au Canada, et les Premières Nations, Inuits et Métis, parce qu'il y a 3 groupes différents au Canada dans cette société-là. Ce qui m'intéresse, moi, dans ce que tu disais aussi, c'est qu'en fait, tu parles de multiculturalisme, on parle vraiment de multiracialisme. C'est ça, en fait, c'est la gestion de plusieurs races. Et je trouve ça compliqué dans une société moderne, alors qu'on a tendance à ne pas aimer le terme de race ou d'essentialisme, finalement. Et vous, au Brésil, en fait, ça tout tourne autour de ça, finalement. Est-ce que ce n'est pas sclérosant? Est-ce que les gens continuent à se reconnaître, à souhaiter se reconnaître comme ça, ou est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que tu vois autre chose apparaître? Alors, je pense à ça parce qu'au Canada, ça fait 2 discours que j'entends Justin Trudeau au moment du Multiculturalism Day, donc la journée du multiculturalisme, où il donne un discours tous les ans, où il parle des Canadiens racialisés. Je n'avais jamais entendu ce terme avant. Donc, comme si finalement de ce qui était des groupes culturels ou on va dire ethno-culturels, lui maintenant va devoir gérer la question de la race, c'était un terme qu'on ne voyait jamais avant. Et donc je me demandais, par rapport au Brésil notamment, ça va rester comme ça? C'est vraiment comme ça les gens s'identifient? Est-ce que c'est pas un discours un peu, je sais pas, moi qui me semble un peu difficile, délicat à manier en fait. Mais... Je pense qu'il y a ce danger, à terme surtout. Pour l'instant, ceux qui vont à la réponse, l'inégalité de représentation et de la présence des afro-descendants et des noirs, elle est très, très inégale, donc il faut avancer. Il faut avancer dans la présence, dans les postes de pouvoir dans la société. C'est surtout ça la revendication, plus que vraiment aboutir à une égalité. Parfois, ça va ensemble avec les personnes qui sont dans les mouvements d'aboutir à une égalité salariale, une égalité de moyens, de conditions et de moyens, et
ensemble, arriver aussi à une égalité, un équilibre de représentation sociale. Mais il y a ce risque parce que, comme tu dis, d'essentialisme, en quelque sorte. Mais il y a un risque d'essentialisme, en quelque sorte. Mais c'est par haute identification et par revendication en culture. Donc, par exemple, quand ils vont revendiquer l'existence des religions afrodescendantes et que ça, donc les candomblés et l'umbanda puissent être représentés et des formes. Avant, on traitait comme syncrétisme, mais aujourd'hui, on analyse plus comme de formes de double culture, de passer d'une réalité à l'autre. Donc, ce mouvement, c'est là où vraiment ça sera la grande sortie, on va dire, de ce conflit et cette essentialisation raciale. C'est vraiment de savoir d'où on vient, quels sont les chemins qui ont été faits, cette fierté qu'on voit dans toute l'Amérique latine, peut-être d'appartenir à une histoire indigène, ce qui n'était pas le cas avant. Les gens avaient honte de leur origine indigène. Aujourd'hui, ils sont fiers. Et donc de savoir utiliser des choses d'un monde et de l'autre, qu'on pouvait analyser comme syncrétisme et qu'on va analyser comme double culture. Je trouve aussi souvent intéressant de regarder les questions du recensement, justement, et comment est-ce que ça se passe au Brésil? Alors, au Canada, pareil, tu peux choisir de répondre à tout ce que tu veux comme question, par exemple. Est-ce que si tu penses que tu as une origine, je ne sais pas moi, ethnique particulière, que tu parles telle langue à la maison, c'est-à-dire que tu coches et finalement, tu as autant de portraits que dans le drapeau que j'ai montré tout à l'heure, à partir des questions qui sont quand même à choix vraiment très, très, très multiples. Décrivez-nous la langue que vous parlez à la maison, celle avec laquelle vous identifiez dans l'espace public. C'est un cauchemar pour les statisticiens. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, au Brésil, il n'y a pas autant de choix. Il n'y a pas autant de choix. Non, parce que déjà, comme je dis, ce n'est pas une question récente. Il n'y aura pas plusieurs langues. Non. Après, il y a une partie ouverte où ça peut se croiser, mais non. Mais on a le choix de ne pas répondre. Parce qu'au Canada, là, donc, dans le dernier recensement qui était en cours, il y a toutes les langues autochtones sont listées, par exemple. C'était la première fois. Donc, ça fait des pages et des pages où on choisit, est-ce qu'on en parle une ou deux à la maison, ou est-ce qu'on se reconnaît comme, je ne sais pas moi, mais en partie chinois parce qu'ils ont un arrière-grand-père chinois. Enfin, vous voyez, donc c'est vrai que ça fait partie de cette idée du respect, finalement. Dites-nous qui vous êtes, encore une fois, et on vous prend pour ce que vous voulez représenter, quoi. Moi, j'ai 1000 questions qui surgissent du coup, mais je vais les garder pour après, peut-être une ou deux, mais je vois qu'il y a parmi les membres du public qui nous écoutent, il y a 4 questions. Je vais les prendre dans l'ordre de leur apparition. Il y a d'abord Monsieur Robert Boyer. Bonjour, Monsieur Boyer. Et comment expliquer que des membres d'une société fondée sur un flux permanent d'immigrants attribue la pandémie à la communauté chinoise ou asiatique, pourtant reconnue au titre du multiculturalisme? C'est une question pour Françoise. Oui, je me doute bien. Donc, merci pour cette question. Alors, en fait, on l'a vu aussi aux États-Unis parce qu'il y avait eu au tout début de la pandémie, rappelez-vous, c'était dit que c'était arrivé par la Chine, que c'était les Chinois qui l'avaient transporté. Ça réveille, en tout cas, à chaque fois qu'il y a des crises, il y a forcément un bouc émissaire. Je pense qu'au Canada, ça n'échappe pas à la règle et on va penser aussi que on prend le cas ça a commencé à Vancouver, en fait, cette tension-là et la communauté en fait asiatique était déjà critiquée parce que beaucoup arrivent de Hong Kong. Alors on confond Hong Kong, Chine, tout ça c'est le même ensemble. Hein. C'est asiatique. Hein, et ils arrivaient pour acheter des maisons. Ils ont fait monter le prix des maisons à Vancouver, qui était devenu inacceptable pour les locaux, etc. Donc il y avait déjà avant la pandémie, des tensions contre la communauté asiatique qu'on considère comme un peu refermée sur elle-même quand même, vivant dans Chinatown ou dans des quartiers finalement où toutes les maisons ont été achetées par la communauté asiatique et ça reste assez mystérieux et il y a toujours eu en Colombie-Britannique un sentiment anti-chinois, ça date de la fin du XIXe siècle où on faisait venir massivement des Chinois en fait pour travailler soit dans les mines ou dans les scieries ou dans
dans les mines de charbon en général, et bien évidemment, ils cassaient les salaires, etc. Donc, il y a toujours une sorte de sentiment, finalement, qui va se cristalliser contre les Chinois, et là, particulièrement autour de la question du virus. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne peux pas vous l'expliquer concrètement, même si j'avais été interviewée sur le sujet par je ne sais plus quel journal. C'était juste, voilà, c'était considéré comme ceux qui avaient ramené la maladie finalement au Canada. Donc, mais on l'avait vu aussi à San Francisco, on l'a vu dans les grandes villes américaines également. Voilà, donc je n'ai pas d'explication particulière, plus que ça, je suis désolée. La deuxième question s'adresse également à Françoise Lejeune, de la part de Liliane Bois-Simon. Dans mes différents séjours au Canada, j'ai toujours du mal à leur faire comprendre la situation dans laquelle se trouve l'Europe. Ils ont une immigration largement contrôlée en amont, on peut même dire choisie. Oui. A-t-on idée du nombre d'immigrés illégaux au Canada? Est-ce qu'on les compte? Voilà. Ça, je n'en sais rien, Liliane. Je sais pas, en fait. Oui. Je pense qu'ils seront. Enfin, je ne sais pas comment ils arriveraient d'ailleurs, parce que, à part ceux qui traversent la frontière entre les États-Unis, là, qu'on voit arriver avec leurs valises dans le froid et la neige, et encore, ils sont filtrés tout de suite. Des immigrants illégaux, c'est-à-dire ce seraient des gens qui seraient rentrés avec un visa et qui ne seraient jamais repartis. Mais c'est tellement souple de devenir résident canadien et citoyen canadien qu'à mon avis, je ne sais pas, Liliane. Je vais creuser, je te répondrai la prochaine fois, mais c'est un sujet vraiment, je n'ai pas travaillé là-dessus, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste du Canada, mais j'ai lu récemment de la plume d'un spécialiste du Canada qu'au Canada, on ne diffuse pas de chiffres. Le gouvernement le sait peut-être, mais on ne diffuse pas le chiffre estimé. Voilà. Ensuite, une question pour vous deux, Françoise et Sylvia, à propos de la Nouvelle-Zélande, de la part de Andrew Ives. Le cas de la Nouvelle-Zélande est intéressant, dit-il. La politique de réconciliation avait posé des bases d'un modèle biculturel entre Maori et Pakeha, c'est-à-dire le peuple blanc en langue maori. Ainsi, quand le gouvernement suivant avait lancé un projet multiculturel, celui-ci a été perçu, et à juste titre, comme un recul pour les Maoris. Oui. À la lumière de cette réaction, le multiculturalisme n'est-il pas une menace pour les peuples autochtones, aussi au Canada et au Brésil? Voilà la question. Je pense que pour le Canada, Andrew, c'est ce que je dis depuis le début. En fait, tu te souviens du départ de l'idée de Trudeau, il y a eu un white paper qui voulait absolument intégrer les autochtones pour qu'au bout d'un moment, finalement, ils ne deviennent qu'un groupe folklorique parmi les autres, on va dire, et que ça n'a pas marché. Donc oui, le multiculturalisme est une manière de mettre de côté le problème autochtone. Et c'est là, depuis quelques années, tu le vois aussi de ton côté, qu'ils reviennent en force finalement et qu'ils rentrent dans l'espace public depuis la réconciliation, on va dire le pardon public, la demande de pardon public, notamment du gouvernement Harper, gouvernement conservateur, je crois que c'est 2008, quand il a dit que le peuple canadien s'excusait, bien évidemment, du génocide culturel, s'excusait des résidences, comment est-ce qu'on appelle ça en français, des pensionnats indiens, etc. Donc finalement, ça a ouvert la brèche du début de la réconciliation. Et pour se réconcilier, eh bien, il faut une justice sociale à part, il faut un droit à la différence qui n'est pas prévu dans le projet multiculturel. Donc là, pour répondre à ta question, Andrew, je pense que ce sont les autochtones eux-mêmes qui sont en train de casser finalement la dynamique multiculturelle qui a été établie depuis plusieurs années et qu'ils veulent leur place à part et qu'ils la revendiquent et qu'ils vont l'obtenir, c'est certain. D'accord. Quatrième question, pour l'instant, il y en a 4, de la part de Roque Ubierta, si je lis correctement. Roque Ubrieta, voilà, Urbieta. Anthropologue mexicain, ma question spécifique est de savoir si, dans le cas des peuples autochtones, le multiculturalisme est une sorte d'application des politiques néo-indigénistes. Par ailleurs, quelles sont les limites des droits collectifs des femmes autochtones dans la justice multiculturaliste et la justice autochtone? Question pour les deux. Qui s'attaque? Vas-y, si tu veux. Donc, je reprends donc, à partir de la dernière. Il est vrai, comme le disait Françoise, ils ne vont pas se revendiquer multiculturalistes, ils vont vraiment les peuples indigènes, et d'ailleurs qui dialoguent beaucoup avec les peuples autochtones du Canada.
et d'autres, de plus en plus, ils vont revendiquer surtout le droit à la terre et à la culture. Et quelque sorte, au Brésil, il y a une réinvention aussi des traditions, une recherche pour les traditions et de transmettre les traditions qui pouvaient être même oubliées par des années d'une politique de culture de masse et d'autres formes, disons, de vision sur l'intégration ou rien du tout, juste une question de survivre dans un monde capitaliste et inégal. Et pour eux, aujourd'hui, revendiquer, c'est extrêmement important. Et ils vont être aussi dans une logique de parler par eux-mêmes et d'occuper les espaces. C'est même les termes qui sont utilisés. Et en revanche, les femmes aussi, les femmes indigènes vont apparaître en ce moment, beaucoup plus importantes. Et ça concerne surtout le nord du Brésil. Moi, je suis une personne qui connaît plus le sud-est et un peu le nord-est. Mais du nord-est vers le nord, c'est vraiment de plus en plus important dans les villes aux alentours de l'Amazonie, et les mouvements des femmes indigènes qui vont descendre, comme l'image que j'ai montrée, et qui maintenant vont être ancrées dans un calendrier pour revendiquer le droit à la terre, au savoir, aux pratiques culturelles, ancestrales. Et tout cela est une forme, comment dire, si on peut appeler de multiculturalisme, c'est qu'on va transformer on va transformer, faire renaître des cultures, en quelque sorte. Pour eux, des cultures et des droits, revendiquer des droits. Et là, la vraie question au Brésil actuel, c'est le droit à la terre. Parce que ces droits constitutionnels, ils sont menacés. Donc, les peuples autochtones ont d'importantes réserves de terre qui sont menacées par la politique de Jair Bolsonaro assumée de pouvoir exploiter pour l'agriculture et l'élevage et l'extraction des minéraux, et pouvoir exploiter ces terres qui sont des réserves indigènes. Donc, la grande question, la grande tension, elle est là. Et les femmes vont revendiquer leur droit à la terre, à vivre, à avoir leurs pratiques comme femmes indigènes, mais toutes les populations indigènes vont les revendiquer de plus en plus. Et à côté de ces droits, il y a une revendication culturelle qui monte. Et là, ils sont en échange avec les autochtones canadiens, c'est ça qui est intéressant, et nord-américains de manière générale, pour voir comment on fait dans les autres pays. Et par exemple, et là c'est un autre sujet, on a eu récemment cette fête de littérature qui faisait, c'était le premier islam indigène du monde avec des Nord-Américains et des Brésiliens. Donc de forme de faire remonter les cultures indigènes, ancestrales. Et il y a aussi des écrivains comme Ayrton Krenak et d'autres qui sont traduits et qui font qui formulent une pensée sur la vie, la planète, qui viennent des cultures indigènes. Ok, alors du côté du Canada, c'est une vaste question. Alors, je ne suis pas spécialiste forcément de la question autochtone, mais je note, si on revient sur les femmes autochtones, que ce sont les premières, il y a 15 ans, à avoir dénoncé le racisme systémique chez les policiers notamment. Ça avait commencé avec ces histoires de femmes qui disparaissaient, de jeunes autochtones, il y en a plus de 1000. Et puis, donc, elles avaient commencé, bien évidemment, à porter cette voix dans l'espace public. Et lorsque Trudeau est devenu Premier ministre, eh bien, il a choisi de nommer une ministre de la Justice qui était autochtone elle-même. Donc, ça a été la première étape, je pense, pour faire entrer dans un gouvernement fédéral une première femme autochtone pour gérer ce problème-là. Le problème n'a pas vraiment été géré. Et donc, régulièrement, on dénonce ce racisme systémique. Il y a eu divers cas, plus ou moins récemment, de jeunes femmes qui ont été maltraitées dans les services de santé ou qui ont été maltraitées lorsqu'elles sont arrêtées par la police, par exemple. Donc,
elle se mobilise pour des raisons justement de violences faites aux femmes. Voilà où on retrouve les femmes autochtones. Un autre cas de femmes autochtones, qui sont aussi femmes inuites. Alors, donc, je vous parlais, il y a les autochtones, celles qui se revendiquent comme autochtones et qui critiquent finalement les pratiques donc racistes. Mais il y a aussi celles donc, qui continuent leur chemin dans la politique. Et récemment, la gouverneure générale du Canada a été nommée, c'est une Inuit. Elle était diplomate avant, donc elle a été à l'université, etc. Elle parle plusieurs langues, sauf le français, ce qui est un autre problème. Mais les cérémonies d'investiture, à la fois du gouvernement Trudeau, donc il y a quelques mois, mais la cérémonie d'investiture de cette femme inuite a donné lieu aussi à la présence de femmes autochtones dans l'espace donc public, c'est dans le Rideau Hall à Ottawa, où il y a eu des smudges, où il y a eu des discours et des liens, en fait, on va dire, avec les esprits, avec la terre sur laquelle est construit Rideau Hall, etc. Donc ça, pour moi, c'est une grande, grande avancée dans l'espace public. Alors, on va voir ce que ça donne, mais de cette reconnaissance au moment des cérémonies officielles, finalement, d'investiture, de cette part autochtone qui est maintenant très, très fortement mise en avant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore par rapport à votre question? Je ne sais plus. C'était tout, je pense, que j'avais à l'esprit. Parfait. Mais entre-temps, il y a une autre question qui est apparue de la part de M. Boyer. La question est pour Françoise et Sylvia. Est-ce que le concept de multiculturalisme est légitimé par cette comparaison entre une société d'immigration tous azimuts, à savoir le Canada, et une société ex-coloniale et ses conséquences à long terme? J'imagine qu'il y a là allusion au Brésil, c'est ça? Est-ce que le concept de multiculturalisme est légitimé par cette comparaison? J'espère avoir bien interprété la question, parce que je ne sais pas si on est vraiment en train de comparer. Pour moi, ça n'est pas vraiment la même chose, en effet, et c'était pour ça que c'était intéressant de voir toutes les nuances aussi. Je pense qu'il est certainement beaucoup plus facile, entre guillemets, justement, de faire un plébiscite de tous les jours quand vous êtes une société accueillante où finalement tout va à peu près bien, sauf des tensions raciales de temps en temps ou des revendications autochtones qui sont plus ou moins gérées, on va dire, dans l'espace public, même si elles sont en train de monter en puissance. Et on ne sait pas ce qu'il deviendra, évidemment, de ce projet multiculturel à l'avenir au Canada avec les revendications autochtones. Ah oui, je pensais à un autre exemple et je vais revenir à la réponse. Cette année, par exemple, enfin 2021, pour la première fois, le 30 septembre 2021, il a été déclaré donc une journée nationale fériée pour les autochtones. Ça n'était jamais arrivé, donc une sorte de non-Columbus Day, pour parler à Jim, de journée indigène ou autochtone, pour que toute la nation, ce jour-là, ne travaille pas, mais se rappelle finalement ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones, mais aussi découvre la culture autochtone. Donc l'idée était de rendre cette journée libre, non travaillée, ce qui n'avait jamais été fait puisque ça n'existe pas pour les autres. Il n'y a pas de journée fériée pour le Nouvel An asiatique, il n'y a pas de journée fériée pour je ne sais quoi d'autre. Chacun peut prendre sa journée fériée pour faire Hanouka ou autre, mais c'était la première fois donc qu'on avait cette décision de mettre donc cette journée à part. Donc je pense que ça pour moi c'est une grande, grande avancée aussi, mais c'est fait encore une fois, j'en parlais avec les étudiants quand on fait ça au début de l'année, au premier semestre. C'est aussi une manière de dire, vous voyez, c'est très multiculturel finalement. Je crains, c'est à la fois très une revendication autochtone, mais ça peut devenir vite une des journées multiculturelles parmi les autres. On va voir ce que ça va donner à l'avenir. Mais enfin bon, je pensais à ça dans les avancées des autochtones tout à l'heure. Est-ce que c'est une avancée ou pas? Je n'en sais rien. Et pour moi, donc, je ne vois pas trop de parallèle nécessairement avec ce qui se pratique au Brésil. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait une unité du multiculturalisme et que c'est en effet beaucoup plus facile de le faire pour accueillir des immigrants que pour gérer l'héritage finalement douloureux de la colonisation. Donc, c'est mon point de vue en tout cas. Ouais. Bon, si je peux répondre, moi je trouve que c'est une excellente question. Parce que, en fait, j'ai commencé un peu par ça, parce que j'avais déjà entendu Françoise pour montrer que nous sommes sur deux problèmes différents, deux problématiques, deux questions différentes dans les deux sociétés. Donc, le Brésil, c'est le passé colonial ou colonialiste à gérer dans le présent. Mais le présent est celui
des discours, des pratiques, des possibilités politiques multiculturelles. Donc ça, ce multiculturalisme, ou appelé autrement, on peut l'appeler autrement comme on a dit plusieurs fois, mais cette perspective, elle va être appliquée pour résoudre cette question, cette tension d'exclusion et d'exclusion ethnique et raciale, entre guillemets, ou d'origine, qui n'est pas qu'une exclusion sociale. Donc, elle est combinée et elle est visible aussi. Donc, pour venir à l'exemple des jours, des dates du calendrier, pour nous, donc au Brésil, on a mis en place les jours en férié national, parce qu'ici, c'est pas possible, comme au Canada, des journées, chacun prend sa journée à sa manière, même s'il y a des différentes religions qui peuvent avoir des pratiques différentes au Brésil. Les jours fériés sont les jours fériés nationaux ou locaux dans les villes et les États. Et ces jours fériés, donc on a les jours de la conscience noire qui a été tout récemment mis en place, tout d'abord à l'échelle locale et après généralisée. Donc, d'une certaine manière, quand on voit que les expériences qui sont menées à l'échelle locale, qui sont généralisées, on voit qu'ils sont quand même qu'il y a une progression des mesures qui sont entreprises dans les sens de réécrire, de réinterpréter, de rendre une forme de justice avec les interprétations d'aujourd'hui à la société brésilienne. Et cette journée, qui est le 20 novembre, c'est les jours de l'assassinat du grand leader de Quilombos, de Palmares, et elle est donc le jour de la conscience noire. Et aujourd'hui, on peut le dire, elle est polémique aussi, oui, mais elle est plus, représente plus notre époque, les débats de notre époque, les valeurs de notre époque et les conquêtes, disons, politiques de notre époque que d'autres journées du calendrier civil, comme la proclamation de la République, qui ne veut plus rien dire à aucun Brésilien. Donc, il y a des choses qu'il faut réfléchir, ou même d'autres fêtes religieuses. Hein. C'est un pays religieux, chrétien. Donc, il y a des ressignifications qui sont importantes et qui vont être institutionnalisées, quelque sorte. Après, juste pour conclure aussi sur nos questions et qui a un rapport avec tous ces systèmes de valeurs de nos temps, un autre argument fort pour les peuples autochtones, les peuples indigènes de nos jours, c'est la question environnementale, parce que la crise environnementale, elle touche beaucoup la planète, etc., les esprits surtout, parce que les questions de qu'est-ce qui fait bouger les gens. Hein. Donc aujourd'hui, on sait qu'en Europe, c'est une question qui est très sensible, et donc les indigènes, les peuples indigènes savent utiliser cet argument à leur faveur. Et bien sûr, la question de l'Amazonie, ils sont un allié de tous les débats, de toutes les formes de défense de l'Amazonie, de l'environnement, et même avec des arguments. Si l'Amazonie elle est préservée en grande partie, c'est parce qu'il y a eu de politiques de réserve indigènes, c'est parce qu'il y a eu de politiques de préservation qui ont attribué cette terre aux peuples autochtones, parce qu'il y a eu tout ça, et les mouvements aussi de l'environnement qui sont avec les peuples indigènes. Et donc, cet argument est une dimension très importante. Et on voit la réémergence de la question indigène, pas que politique dans le sens des acteurs qui revendiquent, mais aussi avec ce contexte de préoccupation environnementale internationale. Donc, les indigènes brésiliens, ils reviennent, on peut même lire à la presse en France, où ils reviennent un peu comme un sujet d'intérêt international dans le contexte de nos jours et poussé par cette question environnementale aussi. Parfait. Moi, j'aurais voulu savoir ce que tu penses, toi, Jim, de ce que tu as entendu et peut-être de revenir sur ce que tu connais de la société américaine, voir un petit peu de l'Amérique latine, parce que je sais que tu connais bien l'Amérique latine aussi, mais même par rapport à la société américaine, enfin états-unienne, je veux dire, est-ce que c'est des choses que tu comprends mieux, peut-être pourquoi finalement la tentation du multiculturalisme à la Obama, ça n'a pas fait long feu et je ne sais pas, est-ce que... Alors, j'ai si longtemps entendu
un portrait des États-Unis qui passe par l'affirmation que c'est un pays qui est par définition ou même par excellence le pays du multiculturalisme, que j'ai tendance à opposer ça à une réponse très, comment dire, j'essaie de faire la distinction entre les politiques qui sont vraiment de l'ordre de la redistribution et celles qui seraient de l'ordre d'une reconnaissance proprement culturelle. Et quand on parle des catégories ethno-raciales du recensement du recensement aux États-Unis, on n'est pas encore dans le culturel. Il y a des glissements qui y conduisent et qui y ont conduit, mais néanmoins, quand on parle de ce type de reconnaissance statistique qui peut déboucher sur d'autres types de reconnaissance qui vraiment sont de l'ordre du redistributif, on n'est pas encore dans le culturel et à ce que je vois aux États-Unis, bon, je ne vois pas l'ombre d'une politique multiculturaliste aux États-Unis. À l'échelon fédéral, il y a une sorte de multiculturalisme de représentation de la sorte la plus superficielle. C'est-à-dire que les timbres-poste, maintenant, on voit depuis une quarantaine d'années maintenant des timbres-poste avec des gens de toutes les couleurs, hommes, femmes, de toutes les origines, et c'est magnifique. Et c'est, on peut dire, les États-Unis tels qu'ils sont, une vraie diversité qui est reflétée là-dedans, mais ça ne casse pas des briques, comme on dit, ça ne conduit pas ça n'est pas associé à une politique plus conséquente qui serait aussi de l'ordre social et qui pourrait aussi faire partie d'une ouverture multiculturelle par la voie de la redistribution. Oui, je pense que ces deux choses gagneraient à être associées, mais aux États-Unis, ils sont assez radicalement dissociés. Et comment les réassocier, c'est un vrai casse-tête pour la gauche renaissante aux États-Unis. Alors, il y a une autre question qui m'intrigue, et il y en a une aussi sur le tableau qui vient d'apparaître sur le Mexique, si je ne me trompe. Je vais y aller presque tout de suite, mais d'abord une question que je voulais soulever à propos de la représentation des communautés. Parce qu'un des travers qu'on a toujours dénoncé dans les critiques du multiculturalisme, c'est que le multiculturalisme suscite face à l'État des groupes qui cherchent à être reconnus comme représentatifs. Et comment ça marche au Canada? Et est-ce qu'il y a eu ces dernières décennies une sorte de réflexivité du système qui fait qu'on est maintenant un peu plus conscient du piège qu'il peut y avoir à reconnaître tel chef ou tel président d'association comme plus représentatif qu'un autre? Comment est-ce qu'on se débrouille avec ça au Canada? En fait, le piège, c'était un peu le système des quotas dont on avait parlé dans les années 80, 90. Aujourd'hui, pour moi, ça reste très culturel, c'est qu'il n'y a pas de poids politique derrière. Au moment où Trudeau, le père, a lancé sa grande politique en 71, il avait affaire à, par exemple, des Ukrainiens, qui étaient ceux qui s'étaient mobilisés, avaient milité, etc. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup moins visible. Le groupe, on va dire, ethno-culturel que je vois monter, c'est vraiment les Asiatiques, mais cette fois-ci plutôt les Hindous, les Sikhs, etc., qui, eux, sont très militants politiquement et sont rentrés dans les partis et se font élire en fait comme maire de ville ou députés locaux ou fédéraux. Donc, je ne suis pas même certaine qu'il y ait des stratégies ethno-culturelles, je te dirais. C'est-à-dire que même si on a vu arriver, encore une fois, des maires de grandes villes qui étaient peut-être sikhs, je ne sais pas, ou hindous, ce n'est pas pour autant que par la suite, il va y avoir un ralliement de cette population derrière eux pour... Donc, je pense que c'est très subtil, en fait. C'est vraiment plus le vivre ensemble. C'est très basique, le multiculturalisme à la canadienne. Tu vois, je ne pense pas qu'il y ait un pouvoir politique derrière. Ça a été la grande crainte dans les années 80. Ça ne l'est pas aujourd'hui. Je ne crois pas, en tout cas. Alors, peut-être que mon collègue Anjou qui m'écoute dirait l'inverse, mais moi, je ne le vois pas. Donc, il n'y a pas de réclamation particulière, de demande d'un groupe particulier. La seule montée en puissance que je vois actuellement, bon, ce sont les autochtones, on les a traités à part, mais aussi Black Lives Matter, qui là, vont rentrer, posent un autre problème parce que ce n'est pas un groupe culturel, finalement. Là, c'est vraiment
encore une fois, la question raciale qui fait son entrée au Canada, et ce depuis 2-3 ans. Et ça perturbe le jeu parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ça, en fait. Et ça se passe où, là, dans quelques zones urbaines? Enfin, Les zones urbaines, Toronto, dès qu'il y a eu des mouvements, là, pour l'instant, il n'y a pas eu, heureusement récemment, de problème, mais sur Toronto, sur Vancouver, sur les grandes villes où il y avait des manifestations, une sorte de soutien à ce qui se passait aux États-Unis, mais aussi pour dénoncer le racisme systémique, par exemple. Il y a eu un problème il y a quelques mois dans la ville de Québec, où 2 jeunes noirs sortant de boîte de nuit se sont fait arrêter par la police très violemment, filmés, la scène a été filmée. Et donc, bien évidemment, on s'est dit, ah oui, ça recommence. Et donc, là aussi, il y a une mobilisation, en fait, mais qui est un réseau, sans doute, qui est au-delà, peut-être, juste du Canada, qui est un réseau de Black Lives Matter, qui est nord-américain en général, à mon avis. Mais ça, c'est des questions qui, si le problème du racisme systémique n'est pas traité dans la police, et je pense qu'il faut absolument gérer ce problème-là. On en parle beaucoup, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait exactement pour le gérer. Au niveau des mots, ce n'est pas suffisant. Or, pour l'instant, le Trudeau, le fils, n'a fait que, dans 2 de ses discours, encore une fois, toujours pour le jour du multiculturalisme, il parle de « Ah oui, on se plaint, en effet, il y a quand même de la tension raciale dans le pays, mais qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. » Enfin, il le dénonce, en tout cas. Donc ça gêne un peu le jeu. Mais pour l'instant, c'est presque folklorique. Je suis triste de dire, mais c'est en effet une reconnaissance de ton identité. Si toi, tu veux vivre comme un Américain au Canada, t'es le bienvenu, si tu veux, tant que tu ne demandes pas plus que ça. Donc, voilà. Alors, si je retrouve mon écran correctement, je vois une question qui provient de Ana Cecilia Ornedo, que je connais, et qui porte sur le Mexique. Elle signale que au Mexique, en 2021, les autorités ont préféré évoquer la résistance indigène plutôt que la conquête espagnole de l'Empire aztèque. Un grand débat a été soulevé lorsque le président López Obrador a réclamé des excuses à l'Espagne, à l'Église, et pour des abus commis pendant la période coloniale. Autrement dit, il y a dans l'actuelle administration mexicaine, il y a une prise en compte d'un certain type de revendication de reconnaissance d'une histoire d'oppression, une histoire de colonisation. Et la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure est-ce que ça traduit quelque chose qui serait de l'ordre d'un multiculturalisme à la mexicaine. C'est une question pas tout à fait nouvelle, parce que je pense que dans les années qui ont suivi le soulèvement zapatiste dans les années 90, il y a eu des accords et il y a eu des réformes constitutionnelles que je n'ai pas bien suivies, mais je sais qu'aujourd'hui, dans la constitution mexicaine, je suis allé chercher l'article de la constitution, article 20 ou 26 peut-être. La nation mexicaine est une et indivisible, mais se reconnaît néanmoins comme ayant une composition pluriculturelle qui s'appuie sur ces peuples indigènes qui descendent des populations qui habitaient ce territoire. Je traduis rapidement des phrases de la Constitution. Et cette identité indigène est reconnue à tous ceux qui se reconnaissent dans cette identité. Autrement dit, il y a des zones entières du pays où il y a beaucoup de personnes d'apparence indigène ou qui sont plutôt métissées ou qui sont et qui ne sont plus très très proches de racines indigènes revendiquées, tandis que dans d'autres zones du Mexique et notamment dans le sud, il y a plus d'attention prêtée aujourd'hui qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, à la question de la diversité des langues et à ce genre de choses. Cela dit, je sais que quand on va sur des sites officiels de l'État mexicain, on voit une sorte d'apparat discursif multiculturaliste, mais je pense qu'il y aurait des thèses à écrire sur la question de savoir en quoi ça consiste réellement. Peut-être qu'il y a des personnes dans l'assistance qui pourraient nous aider là-dessus, mais je pense qu'il y a une vraie
une vraie question à explorer. De même que je pense que si on avait le personnel ce soir, il faudrait vraiment qu'on vienne aussi sur les exemples des pays andins travaillés ces dernières années par des gouvernements de gauche à direction indigène dans le cas de la Bolivie, se traduisant par des changements constitutionnels et par la reconnaissance dans le cas de la Bolivie, par exemple. L'État bolivien se définit aujourd'hui comme un État social unitaire de droit communautaire plurinational. Hein? Je ne suis pas qualifié pour déconstruire cette formule et voir exactement ce qu'il y a derrière, mais là aussi, il y a une mine de choses. Je ne sais pas s'il y a un petit peu observé ce qui se passe chez les voisins andins ces dernières années, mais là, il y a une mine d'or du point de vue du sujet qu'on est en train de traiter. Oui, ça serait oui, un point à exploiter, parce que comme disait Françoise, sur la question, bon, là je reviens sur le Brésil, la question de Black Lives Matter. Aux États-Unis et qui au Canada va arriver, ce n'est pas une culture. Mais pour le Brésil, aujourd'hui, la revendication, c'est une culture aussi. Parce qu'il y a une expérience d'être noir ou descendant d'Africains qui passe par une culture ancestrale qui devrait être remise en valeur parce qu'on a mis en valeur que la culture européenne ibérique. Mais même à défaut, il y a aussi l'expérience d'avoir été, par exemple, on voit dans la littérature des femmes afrodescendantes, d'être domestiques, d'avoir eu les grands-parents qui ont travaillé dans les fonctions manuelles, qui ont été vraiment en difficulté économique, vivre dans les quartiers populaires. Donc tout ça ne se sépare pas vraiment. Et la question, pour maintenant revenir sur les questions de nos voisins, c'est plutôt la question indigène en Bolivie, évidemment, et que là, peut-être ce qui a été fait dans la Constitution de 1988 au Brésil est en train de se faire dans ces pays, mais de façon un peu plus radicale, parce qu'il y a aussi tous les biens, l'électricité, d'autres choses qui sont revendiquées, et la représentation aussi des personnes, donc d'avoir un gouvernement et cette fierté d'avoir les indigènes, demander la réparation aux colonisateurs. On entend parfois au Brésil, mais quelle réparation on va demander aux Portugais ou aux élites locales qui ont fait tous les dégâts, qui ont continué l'esclavage, ou bon, comme une tradition de la gauche avait vu, les impérialistes américains. Donc tout ça n'est pas très, très, très clair dans ces questions. Mais ça va émerger, et bien sûr, la question sociale associée à la question des cultures qui ont été minorisées, mises en minorité. Et en Bolivie, ils vont ici, ils vont dire, ils vont plus loin encore, mais dans cette même perspective des droits à la terre, des peuples indigènes ou des peuples descendants d'esclaves en résistance. Alors, je passe, on réfléchit. Je pense que nous avons vraiment beaucoup de matière et je me réjouis d'avoir beaucoup appris déjà ce soir. Il nous reste peut-être 3 ou 4 minutes et peut-être que ces minutes, on peut les consacrer à l'annonce de la prochaine séance parce que je vois M. Giraud qui apparaît avec des nouvelles du mois de février, si je m'abuse. Oui, je crois qu'il faut conclure, nous résoudre à suspendre provisoirement cette conversation tellement passionnante. Merci beaucoup à vous trois. Et je voudrais, je crois que voilà, ce soir, la séance a illustré parfaitement ce que nous voulons faire, c'est-à-dire ce dialogue transaméricain où on est vraiment enrichi par la comparaison. Merci à chacune des intervenantes et merci aussi à toi, Jim, pour cette modération éclairée et très informée. Alors, les séances suivantes sont également alléchantes. Nous aurons une séance le 1er février qui viendra mettre en valeur la revue de l'Institut des Amériques, IDEAS ou Ideas, Idées d'Amérique, dont le numéro 17 était consacré à villes et cultures dans les Amériques. Il sera donc présenté, ce sera une séance un
peu différente de l'habitude, puisqu'il y aura 2 coordinatrices, Diana Burgos-Vigna et Cynthia Goragobin, et 4 intervenants, Barbara Morovitch, Pascal Nedelec, Suzanne Paquet et Laurent Vernet. Ce sera une séance entièrement en ligne. Et puis le 1er mars, peut-être pourrons-nous revenir à l'hybride et avoir la possibilité de mettre en présence les intervenants sur un sujet qui est au programme de l'agrégation externe d'espagnol, moderniser la nation, race, entre guillemets, et citoyenneté dans les Amériques, avec Emmanuel Sinardé, Pape Ndiaye, Jean-Baptiste Thomas, et c'est Yves Saint-Jour, le président de l'IDEA, qui a organisé cette séance. Et puis le 12 avril, nous mettrons en valeur la collection des ouvrages publiés au PUR, mais à l'instigation de l'Institut des Amériques, dans la collection des Amériques. Et 2 ouvrages seront présentés, Ancrages amérindiens de Fabrice Lecorguillier et Ces Péruviens auparavant nommés Indiens de Maud Ivinex, qui fait écho à la séance d'aujourd'hui. La séance sera coordonnée par Morgana Herrera. Enfin, dernière séance, le 3 mai, circulation éditoriale dans l'espace atlantique au XXe siècle sur la littérature avec Laurence Kossu-Beaumont, Gustavo Guerrero et Roland Béard. Merci beaucoup à tous et rendez-vous donc le 1er février. Bonne soirée.